Ce podcast est une production du CHEM Santé. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Comment accompagner au mieux les patientes et les patients qui vivent un deuil périnatal ? Dans cette série d'épisodes du podcast du CHEM Santé, partons à la rencontre de soignants qui partagent avec vous leurs pratiques, leurs questionnements. Comment réagir face à une patiente qui annonce la mort de son bébé in utero ou quelque temps après sa naissance ? Pourquoi est-ce crucial de ne pas prendre la fuite, de ne pas détourner le regard ? Quels mots choisir ? Quelle maladresse éviter ? Accompagner une femme ou un homme qui vit un deuil périnatal est un exercice périlleux pour les soignants. Et Marie-Josée Soubieux le sait bien. Psychiatre, psychanalyste et autrice du Berceau vide publié aux éditions RS, elle a accompagné de nombreuses personnes qui ont vécu l'épreuve de la perte d'un bébé. Dans ce nouvel épisode, elle vous explique à vous, soignants, pourquoi il est important d'être présent pour les parents à la sortie de l'hôpital. Et surtout, comment être présent de la manière la plus ajustée possible. Le deuil périnatal est une épreuve qui se vit d'abord en milieu hospitalier, notamment lorsqu'il y a un accouchement d'un bébé mort-né ou que le bébé décède en service de réanimation néonatale, par exemple. Et l'hôpital peut même être vu comme une bulle protectrice sécurisante pour les couples, surtout lorsque les soignants sont bien formés pour les accompagner au mieux. Quelle est la réalité de ces couples, justement, quand ils sortent de l'hôpital les bras vides et même le ventre vide pour les femmes qui étaient enceintes ? Quand les femmes et les hommes aussi quittent la maternité, enfin c'est surtout les femmes qui vont quitter la maternité, elles se sentent propulsées dans un monde qui leur semble très hostile, un monde qui a perdu ses repères. C'est vraiment le désert, c'est vraiment un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Bien sûr, à la maternité ou à l'hôpital, on a pu leur donner un petit livret d'accompagnement où dedans sont notées des adresses pour aller voir éventuellement des psychologues ou d'autres professions. Il y a aussi des références de livres et il y a aussi parfois quelques notions un petit peu du déroulement du deuil. Et dans certaines régions, malheureusement, il n'y a ni association, ni psychologue vraiment formé à ce sujet. Ce monde que vous décrivez justement, Mandy l'a découvert après avoir accouché en 2022 d'une petite fille décédée in utero à la toute fin de sa grossesse. Et dans son témoignage que l'on va écouter, elle explique son vécu du deuil à la sortie de l'hôpital et la perception que son entourage, même médical, a de ce qu'elle vit. Et à la fin de cet extrait, vous allez entendre quelques mots prononcés par sa sage-femme, une sage-femme très empathique par ailleurs, mais il n'empêche que cette phrase, Mandy ne l'a pas du tout oubliée. Justement, à l'hôpital, je suis pas restée longtemps, j'y suis restée 1 journée et demie. Et c'est vrai que on m'a mis à l'écart, on est venu régulièrement me voir, on a pris de mes nouvelles, on a été un peu dorloté entre guillemets. Et là, d'un coup, on est complètement laissé à l'abandon chez nous. Même dans mon entourage et dans les professionnels, c'était « Oh, vous êtes encore jeune ». C'était « De toute façon, on minimise votre deuil puisque c'est pas grave, vous avez encore le temps devant vous ». C'est très violent parce que ça correspond pas du tout à ce que nous, on est en train de vivre. On est submergé par l'émotion. On a du mal à se lever le matin. On essaie de trouver l'énergie pour. Et effectivement, on n'a pas toujours des personnes devant nous qui finalement disent des choses qui pourraient nous réconforter et qui répondent justement à la situation qu'on est en train de vivre. Donc moi, j'ai voulu prendre un rendez-vous avec la sage-femme qui m'avait suivie tout au long de ma grossesse. Vers la fin de l'entretien, elle a eu des paroles peut-être anodines pour elle, mais qui, moi, m'ont beaucoup blessée, qui m'ont empêchée d'avancer, en tout cas de me relever peut-être plus rapidement. C'est qu'elle me dise c'est normal que vous pleurez maintenant, c'est tout frais, mais si vous pleurez encore dans 6 mois, c'est pas normal. Il faudra consulter, voire prendre des médicaments antidépresseurs, etc. Et moi, sur le coup, j'ai pas fait attention à cette phrase, mais en fait, j'y pensais tous les jours parce que je me disais le temps avance et je me sens toujours aussi mal.
Et je me disais, c'est pas normal, c'est moi qui suis pas normale, je suis en dépression. Alors quelque part, la dépression, elle est avérée, hein. Quand on perd un enfant, on est en postpartum, on est seul sans notre enfant, c'est tout à fait normal. Mais cette phrase-là, elle m'a souvent suivie. J'ai vraiment eu du mal à passer au-dessus. Si vous pleurez encore dans 6 mois, ce n'est pas normal. Marie-Josée Soubieux, que pensez-vous de cette phrase? Est-ce que pleurer 6 mois après le décès d'un bébé in utero relève nécessairement de la dépression? Et quel repère est-ce que vous pourriez donner aux soignants sur ce sujet? Après la mort d'un bébé, les parents pleurent, enfin beaucoup de parents vont pleurer et ils vont peut-être pleurer toute leur vie, mais pas tout le temps. Et je crois qu'on peut pleurer encore quelques mois après, très fort, comme au premier jour, par exemple aux dates anniversaires de la conception du bébé, aux dates anniversaires de l'annonce de sa mort, aux dates anniversaires des obsèques. Donc je crois que on peut pleurer longtemps après, ça ne veut pas dire que c'est pathologique. Après, évidemment, il y a les premiers mois qui sont très très difficiles, très douloureux, avec un manque abyssal. Et puis réaffronter le monde, réaffronter son travail, avec des sentiments mêlés, de culpabilité, de honte aussi, de colère, beaucoup de colère aussi parce qu'on se sent incompris. Et puis s'il y a une prise en charge, un accompagnement proposé, progressivement quand même le chagrin va s'estomper, mais ça ne veut pas dire que d'ailleurs s'il n'y a plus de chagrin, on n'y pense plus. Mais effectivement, dans certains cas, surtout quand les mamans, les papas ne sont pas accompagnés du tout à la sortie de l'hôpital, il peut avoir une véritable dépression qui s'installe. Donc oui, si quelques mois après, la maman n'arrive pas à sortir de chez elle, si elle a aucun entrain dans la vie, si elle est, je sais pas, si elle ne mange pas, qu'elle a des troubles du sommeil, c'est une véritable dépression. Là, peut-être que, en effet, il faut qu'elle ait un traitement, mais c'est surtout qu'il faut qu'elle soit accompagnée, qu'il faut qu'on l'aide, il faut qu'elle puisse parler. Moi, je pense que toutes les personnes qui sont accompagnées, en général, arrivent à reprendre un certain goût à la vie quand même après, même s'il reste toujours une partie endeuillée en eux. Alors on comprend bien que l'accompagnement, il est très important pour que justement les femmes, les couples puissent reprendre un certain goût à la vie, comme vous dites. Et malgré tout, les faits sont là. Peu de soignants sont formés, sensibilisés au deuil périnatal. Donc c'est très difficile pour ces soignants, ces soignantes de pouvoir accompagner du mieux possible. Le deuil périnatal est encore très mal connu. Et la plupart des professionnels qui vont rencontrer les parents à la sortie de l'hôpital après la mort de leur bébé ne sont pas du tout formés, ne savent pas très bien ce que c'est le deuil périnatal et ça peut leur faire peur. Certains ne vont rien dire du tout, vont rester dans le silence. Et ça aussi, c'est très violent pour les parents qu'on n'en dise rien. Et d'autres vont essayer de trouver des phrases pour leur donner de l'espoir, les réconforter. Et parfois, c'est très très maladroit, voire violent. Alors, à propos de la maladresse et de la violence dont vous parlez, nous allons écouter maintenant les mots d'Élise, dont le bébé est décédé in utero au milieu du 3e trimestre de grossesse. Élise a des rendez-vous pour la rééducation périnéale avec une kinésithérapeute qui n'aborde pas du tout la question de ce deuil. Élise la trouve trop silencieuse à ce propos, un silence qui est donc violent, pour reprendre ce que vous disiez Marie-Josée Soubieux. Mais un jour, la professionnelle aborde la question face à sa patiente. Écoutons ce qu'elle dit à la jeune femme. Quand j'ai vu cette kinésithérapeute en entretien, il n'y a pas eu d'échange particulier sur ce que les gens appellent la situation de l'absence de mon bébé, du fait que voilà, j'ai accouché, mais j'ai pas de bébé avec moi, ce qui a été pour moi assez violent parce que je l'ai vécu comme un rejet, un déni de la situation. Je crois que j'ai dû faire peut-être 5 ou 6 séances, pas plus. Et elle
même s'est permise de me dire, voilà, que ce serait bien d'avancer, donc elle m'a gentiment sorti aussi cette phrase de «Ce serait bien de faire son deuil», mais elle m'a aussi suggéré, qu'il serait intéressant d'avoir un autre bébé quand même pour, bah, je sais pas, probablement parce que dans son esprit ça allait changer quelque chose à la perte de ma fille, qui était mon premier bébé, donc voilà, peut-être que pour elle c'était sa solution, en tout cas c'était pas la mienne. Cette phrase « Vous devriez refaire un bébé » a heurté Élise et pourtant ce genre de conseil est malgré tout souvent prononcé par l'entourage des personnes qui vivent un deuil périnatal et parfois même par les soignants que ces personnes vont rencontrer. Ça leur semble réconfortant sur le moment de leur dire ça. Alors pourquoi selon vous cette phrase elle est inadéquate et finalement pas du tout réconfortante? C'est très difficile de dire, enfin non, c'est très violent de dire à une mère qui vient de perdre son bébé quelques mois auparavant, ou à un père aussi qui l'a perdu quelque temps auparavant, refaites un enfant, ça vous fera du bien. C'est comme si on gommait l'enfant qui était mort. Et ça, c'est insupportable pour les parents. Un deuil, c'est compliqué. Un deuil périnatal, c'est encore plus compliqué. Et déjà, au sein même du couple, l'élaboration, l'évolution va se faire différemment. Je crois qu'il faut laisser chacun cheminer à son propre rythme. Donc, on ne va pas dicter comme ça aux parents ce qu'ils doivent faire, comment ils vont faire leur deuil. Ce n'est pas pensable de faire comme ça. Donc, c'est très compliqué pour les personnes qu'ils vont rencontrer de trouver la bonne distance entre le silence et de dire des phrases assassines. Et trouver cette bonne distance, c'est compliqué. Les soignants qui nous écoutent vont se dire « mais je peux dire quoi? Je peux faire quoi ?» Imaginons une patiente qui vient à un rendez-vous et qui annonce que son bébé est décédé. Comment réagir et comment encaisser cette nouvelle sans être maladroit en tant que soignant, sans se murer dans le silence? Ce serait quoi la réaction la plus ajustée possible, selon vous? Je crois que ce qui est important, c'est déjà de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose, de dire, si on vient de vous dire, je viens de perdre mon bébé, de dire, mais voilà, vous devez beaucoup souffrir, c'est très dur ce que vous vivez. Reconnaître déjà ce que peut vivre la personne. Ce qui va être important, c'est de créer en quelque sorte une enveloppe un peu autour de ses parents, entre les différents professionnels qui vont pouvoir rencontrer après la sortie de l'hôpital. Donc il y a le pharmacien, il y a le médecin traitant, les kinés aussi qui peuvent faire la rééducation. Il y a des sages-femmes qui viennent à domicile aussi parfois après. Enfin donc tous ces professionnels vont avoir un rôle extrêmement important. C'est vraiment de sentir une présence, une vraie présence bienveillante. Parfois c'est juste dire quelques mots. Parfois c'est juste mettre la main sur l'épaule. C'est pas forcément des grands discours parce que les gens disent parfois mais moi je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas ce qu'il faut dire. On ne sait pas toujours quoi dire. Mais de pas prendre la fuite, de pouvoir être là et de dire tout simplement je sais ce qui vous est arrivé. C'est déjà beaucoup ça. Quand vous allez voir votre médecin puis qu'il dit je sais madame ce qui vous est arrivé, c'est très difficile. Et là soit la maman va parler, va raconter, ça lui fera beaucoup de bien. Soit elle répondra brièvement parce qu'elle ne veut pas parler, elle ne se sent pas encore en état de pouvoir parler, mais ça lui fera beaucoup de bien. Et même le pharmacien aussi, hein, de pouvoir dire ah oui, vous avez perdu votre bébé, reconnaître ce qui s'est passé et de dire comment ça va là aujourd'hui, c'est beaucoup et comment va le papa aussi, hein, de demander de nouvelles papa. Donc ça c'est des choses extrêmement importantes. Et ce qui est important, c'est de peut-être ouvrir une petite porte, en fait, c'est ça, ouvrir une petite porte. Soit les parents ne diront rien parce qu'ils sont encore trop mal, ils peuvent pas en parler, ça c'est à respecter, justement. Soit, au contraire, ils vont s'en saisir et ils vont raconter ce qui s'est passé. Et ça peut vraiment les aider. Et parfois, la personne va leur dire, mais vous avez quelqu'un qui en parlait? Et peut leur indiquer quelqu'un aussi. Oui, c'est compliqué pour les soignants, mais c'est des tout petits mots. C'est vraiment l'idée qu'on ouvre un tout petit peu quelque chose et que les parents, ils vont rentrer
dans ce petit endroit qu'on leur offre. Et leur offrir cet endroit, pour reprendre vos mots, c'est aussi important de le faire lors de l'éventuelle grossesse qui suit un deuil périnatal. Pour en revenir au témoignage d'Élise, on peut se dire que la phrase de la professionnelle, de la kiné, était d'autant plus maladroite que songer à une grossesse suivante, c'est craindre un second deuil. Cette grossesse suivante, ce n'est pas du tout une grossesse lambda. Au cours de la seconde grossesse, en tout cas de la grossesse qui suit, ce n'est pas du tout une page blanche et c'est très important de le savoir parce que malheureusement, les couples entendent souvent des réflexions, bon maintenant ça va, vous êtes content, tout va bien, la vie repart, etc. C'est formidable. Mais non, c'est pas comme ça. Oui, bien sûr, ils sont contents, mais en même temps, ils sentent qu'autour d'eux, on aurait envie de plus du tout en parler, de l'effacer complètement, et même dans les services de maternité. Donc je crois que c'est très important de pouvoir, en tant que soignant, en tant que personne qui accompagne ces grossesses qui suivent, de toujours avoir une oreille attentive et peut-être de tendre des perches quelquefois pour que la maman et le papa aussi se rendent bien compte qu'on n'a pas oublié ce qui s'est passé avant. Donc parfois il y a des femmes qui vont dire « Oh, qu'est-ce que j'ai des douleurs avec cette grossesse » ou « Oh, j'ai beaucoup de nausées » et de simplement pouvoir dire « Mais est-ce que c'était comme ça la grossesse d'avant ?» Ça veut dire qu'on n'a pas oublié qu'il y avait eu une grossesse avant. Et là, les parents vont s'en saisir. Certaines mamans diront « Oh, j'avais une grossesse magnifique. Non, j'ai pas eu de douleur du tout. C'était formidable, mais ça a été terrible. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est terminé ?» D'autres ne diront rien, mais elles seront touchées de toute façon qu'on ait pu évoquer la grossesse d'avant. Ça voulait dire qu'on n'a pas oublié le bébé. Donc si on n'a pas oublié ce bébé, elles vont pouvoir investir le bébé qui est en train de grandir dans leur ventre. Si les couples perçoivent que plus personne n'en parle, comme si ce bébé n'avait jamais vécu, qu'il était oublié à tout jamais, ils vont devoir en reparler eux-mêmes, y penser, consacrer beaucoup de leur énergie psychique, leur investissement sur ce bébé décédé et pas sur le bébé à venir. Donc je crois que c'est très important qu'elles sentent à un moment donné qu'il y a une place qui est vraiment faite pour le bébé qui n'est plus là. Et à partir de ce moment-là, on le voit très facilement, il y a vraiment un investissement qui se fait pour le bébé à venir et qu'il y a une place pour les deux bébés. Vous me disiez quand on a préparé cet entretien que les soignants pouvaient aussi puiser dans leurs propres ressources pour être présents pour les patients, pour créer un espace sécurisant à la fois pour eux, en tant que professionnels, en tant qu'individus, et pour leurs patients. Les soignants, bien sûr, ont des ressources importantes et ils vont pouvoir les utiliser dans ces circonstances. Néanmoins, je pense que c'est important d'être formé quand même, informé déjà, et formé, parce que c'est quand même des sujets qui sont difficiles. Les comportements, les émotions des parents rentrent souvent en résonance aussi avec les émotions des soignants, des personnes qui vont les accompagner. Ce sont des professionnels, certes, mais ce sont aussi peut-être des pères, des mères, et ils peuvent s'identifier aussi à ces parents, et donc ils sont pris dans leurs émotions, ne savent plus quoi dire. Parfois, certains soignants vont pleurer aussi. Ils me disent mais c'est peut-être pas, je suis gênée parce que j'ai pleuré devant des parents. Moi, ce que je dis, c'est que vous avez le droit d'avoir des émotions. Ce qui est important, c'est de rester professionnel, mais l'empathie qu'on montre, ça, au contraire, c'est très important pour les parents. Ils ont l'impression que vraiment on les écoute, on tient compte d'eux, on est vraiment présent, quoi. On est dans l'humain, quoi. On est dans les rapports humains, et ça, c'est vraiment fondamental. Il faut que les soignants se fassent confiance aussi. J'ai envie de dire que souvent, quand même, ils ont des ressources, ils ont du bon sens. Ils doivent aussi s'appuyer sur ça. Les formations, c'est très important parce que ça les met en confiance. Mais après, je crois que c'est important de ne pas les appliquer aussi à la lettre. Quand les soignants connaissent mieux ce sujet, ils ont moins peur d'y aller. Peut-être qu'ils vont se laisser aller à leur propre pensée, à leur propre discours, sans trop se poser de questions, parce qu'ils ont moins peur connaissant le sujet. Je crois que c'est vraiment la peur de l'inconnu
qui peut les amener à être très silencieux ou à fuir, à pas être confrontés aux parents ou à dire parfois, en effet, des maladresses, voire pire d'ailleurs, parfois. Pour terminer, découvrons le témoignage de Yolanda, dont le bébé est décédé à 15 jours de vie en 2019. Yolanda a croisé sur son chemin certains professionnels qui n'étaient pas forcément formés au deuil périnatal, mais qui ont été là pour elle. Ces professionnels, ce sont notamment une kinésithérapeute et son médecin généraliste. Dans ce court témoignage, elle explique pourquoi c'était important pour elle, pour son accompagnement, d'avoir des soignants qui soient à l'écoute, qui sachent ouvrir cette petite porte, ce petit espace dont vous parliez, Marie-Josée. Très franchement, quand on vient de perdre un bébé, c'est vraiment tout notre monde qui s'effondre, voilà, du jour au lendemain. On n'a vraiment pas la sensation déjà d'être compris, que ce deuil-là soit compris. Et du coup, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que tout nous demande un effort au quotidien. Tout, absolument tout. Et du coup, avoir en fait les soignants de notre côté, quand on sort de l'hôpital, on a la sensation voilà, d'être chouchouté, d'être dans une espèce de cocon, que les gens comprennent vraiment ce qu'on a vécu. Et donc, du coup, là, le retour à la vraie vie, on va dire, est assez difficile quand on a des soignants qui sont pas forcément, voilà, formés. Pour moi, c'est hyper important parce que c'est ce qui va aider aussi dans ce travail de deuil, en fait, dans la réalisation de ce qui nous arrive et dans le soutien, en fait, qu'on peut avoir au quotidien. Et voilà, pour moi, c'est extrêmement important, qu'effectivement, peut-être parfois qu'il n'y a pas forcément les mots, hein, d'ailleurs, on les a pas, mais avoir l'écoute en fait. L'écoute pour moi ça ne coûte rien. Franchement ça fait toute la différence pour que ensuite la personne puisse aussi continuer d'être accompagnée parce que ce qui se passe c'est que souvent quand on est confronté à un soignant qui passe sous silence ou qui a vraiment des grosses maladresses par rapport à ce qu'on a vécu et qui met ça sous le tapis, parfois on n'a pas l'énergie en fait de continuer un suivi. En fait, on comprend bien à travers les mots de Yolanda que chaque soignant qu'on croise dans ce chemin du deuil, à partir du moment où la question du deuil est abordée, chaque soignant devient un accompagnant potentiel de ce deuil. Chacun des accompagnants, chaque professionnel rencontré donc après la sortie de la maternité ou de l'hôpital va contribuer à construire une enveloppe autour de ses parents endeuillés. Et c'est à l'intérieur de cette enveloppe qu'ils vont pouvoir puiser dans leurs propres ressources et progressivement pouvoir élaborer la perte de leur bébé. Mais c'est une lourde responsabilité aussi. En fait, il faut que les soignants, quelle que soit leur spécialité, comprennent qu'ils ont une petite pierre à apporter à l'édifice. Chacun a quelque chose à apporter. Et c'est très important de penser qu'on n'est pas seul, qu'on fait partie justement de tout un ensemble. Chacun apporte sa petite pierre et que tout ça rassemblé va vraiment aider les parents. Dans le deuil périnatal, c'est fondamental de penser qu'il y a d'autres aussi qui font partie d'un accompagnement plus général mais ce qu'on va apporter à ce moment-là aux parents, cette petite chose, en fait, va avoir un impact beaucoup plus grand qu'on ne le pense sur les parents. Les petits gestes, le regard, c'est extrêmement précieux. Combien de parents m'ont raconté la main d'une sage-femme posée sur eux ou sur l'épaule ou quelqu'un qui est resté à un moment donné sans rien dire, mais qui était là et qui n'était pas... c'était pas un silence mortifère. C'était un silence qui respectait peut-être justement la douleur, mais qui était quand même une vraie présence. Être là, montrer qu'on est là, regarder l'autre qui, à ce moment-là, se sent tellement dans un autre monde parce qu'il a vécu, c'est lui montrer qu'il appartient encore au monde des humains, au monde de l'humain. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ce qui est le plus important. Et comme le dit Marie-Josée Soubieux, chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Et c'est pour cela que vous retrouverez dès le prochain épisode du podcast du Chem Santé des entretiens avec des sages-femmes, kinésithérapeutes, médecins généralistes,
pharmaciens, infirmières et psychiatres. Une profession sera au cœur de chaque entretien dans lequel un soignant partagera avec vous son expérience à propos de l'accompagnement des patients et des patientes qui vivent un deuil périnatal. Un grand merci à Marie-Josée Soubieux pour sa participation à cet épisode. Marie-Josée Soubieux, psychiatre, a écrit de nombreux ouvrages et articles à propos du deuil périnatal. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez les références ainsi que des ressources complémentaires dans la description de cet épisode. À très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast du Chem Santé.